Alors Marion Sigaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne spécialisée dans le XVIIIe siècle. Disons que je suis une historienne qui a fait ses études sur le XVIIIe siècle. Oui, Voilà. voilà. Faut se méfier quand on se dit, quand on s'annonce spécialiste, parce que ça va choquer beaucoup de gens. J'aime pas me dire spécialiste. En général, les spécialistes, c'est des gens un peu prétentieux. Je suis plus modeste que ça. Disons que j'ai fait mes recherches. Je fais mes recherches sur le XVIIIe siècle. Voilà. D'accord. Alors vous êtes aussi essayiste et écrivain. Oui, ça oui. Et vous avez écrit notamment Russe errance en terre promise aux éditions L'Harmattan en 94, réédité par Contre-Culture en 2012. Et je ne donnerai pas le nom de l'édition première qui m'a lâché en race campagne sur pression d'on ne sait pas qui, et qui a fait que j'ai été obligée de passer à l'Harmattan dans des conditions épiques. Donc, mais je ne donne pas les noms, pas les noms. Ou alors quand je les donne, il faut faire bip, parce que je ne veux pas faire de diffamation. Oui, j'avais signé un premier contrat d'édition avec une grande maison d'édition parisienne qui, cédant aux pressions, m'a abandonné en race campagne. Et c'est là que j'ai débarqué chez l'Harmattan. Voilà. Et de l'Harmattan, je suis passé à Contre-Culture, toujours pour la même histoire. Vous avez aussi écrit La Marche Rose, Les enfants perdus de l'Hôpital Général, aux éditions Jacqueline Chambon en 2008. Oui. Mourir à l'ombre des lumières, l'énigme d'Amiens, édition Jacqueline Chambon 2010. Et enfin, Du Kibboutz à l'Intifada, Contre-Culture 2012. Voilà, alors, notamment. Du Kibboutz à l'Intifada. Oui, notamment, parce que j'ai encore écrit 3 ou 4 autres livres. Enfin, j'en ai fait 9 en tout. Du Kibboutz à l'Intifada, c'est un livre qui est sorti à l'origine en 1991. Mais pareil, il a été pilonné, retiré, sur pression toujours, on ne sait pas qui. Donc, ce livre étant mort de sa belle mort, quand j'ai rencontré Alain Soral il y a 2 ans, je lui ai suggéré de le rééditer et il a dit oui tout de suite. Est-ce bien raisonnable? Alors ma première question, je voulais vous demander depuis quand et pourquoi vous êtes-vous consacré à l'histoire? On sait que vous avez repris des études d'histoire en 2011, c'est ça? 2001. 2001, ah oui, pardon. 2001, ouais. Donc pourquoi cet intérêt pour l'histoire et pourquoi vous êtes investi en 2001 dans ce domaine? Alors mon intérêt pour l'histoire, ça a toujours été, parce que c'est le sujet que j'avais en commun avec mon père, c'est la passion que j'avais en commun avec mon père. J'ai toujours lu des livres d'histoire, toujours, j'ai toujours adoré ça. Maintenant, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais une très mauvaise image de moi-même, je pensais que j'étais pas capable de mener à bout un effort, je n'étais pas capable d'un effort prolongé. C'est vraiment ce qui s'appelle le manque de confiance en soi, parce que quand on est branché sur quelque chose, l'effort on le développe naturellement, ce qui m'est arrivé sur le tas. Mais étant jeune, je m'en croyais véritablement incapable. Et je me croyais dilettante. Et alors la raison pour laquelle j'ai repris mes études, c'est que en découvrant certaines réalités pédocriminelles, qui est un mot que je ne connaissais pas, la pédophilie est un mot que je ne connaissais pas non plus, en m'installant à la campagne, j'ai découvert une certaine réalité, j'ai vu l'énormité des non-dits et des horreurs qu'il y avait là-dessous, et j'ai voulu percer l'énigme historique. Je me suis dit, c'est par l'histoire que je réussirai à comprendre. Et en fait, ce que je comprenais de ce qu'étaient les réseaux pédocriminels m'a donné l'intuition que le crime de Damien, qui est ce monsieur qui a attenté à la ville de Louis XV en 1757, j'ai eu l'intuition que ça pouvait être une affaire de pédophilie, c'est-à-dire une affaire de père indigné à propos d'enlèvement d'enfants. Mais je n'avais aucun élément, j'avais juste ma petite voix intérieure qui me disait il y a un truc à fouiller là-dedans. J'ai commencé à chercher, j'ai vu qu'il y avait une piste, et j'en ai parlé à une amie historienne qui m'a dit d'une part que si je n'avais pas les outils qu'on apprend à l'université pour devenir historienne, je ferais que du travail de dilettante, et surtout elle m'a convaincu que si je n'avais pas les diplômes, personne ne me publierait, ou alors on me piquerait mon travail. C'est-à-dire qu'elle a dit ce qu'il fallait pour me convaincre d'aller au bout. Et c'est comme ça que j'ai repris mes études. C'est-à-dire que l'histoire a toujours été une passion, mais en faire un métier, ça a été véritablement pour démontrer quelque chose. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée. Alors à l'origine, moi c'était Damien. De Damien, on est passé à l'hôpital général, c'est-à-dire l'institution d'assistance tenue par les juges, donc après les querelles ecclésiastiques entre les juges et l'Église, puis après on embrasse tout le siècle. Là en ce moment je suis sur Voltaire. Quand on commence un siècle, on en étudie tous les aspects. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même tout particulièrement en histoire, c'est quand même l'histoire des petites gens. L'histoire de mes aïeux à moi. Moi, mes aïeux, ils étaient paysans, et ils n'étaient pas à la cour. C'était des vignerons, bourguignons, pour une partie pour la branche paternelle. La branche maternelle, c'était pas des vignerons, mais enfin, c'était des paysans
un peu plus dans le sud, donc je suis une Française de pur sucre, fille de paysans. Et ce qui m'intéresse, enfin descendante de paysans français, et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la vie de mes aïeux. Voilà. Donc une passion familiale d'une part, et puis un intérêt, je dirais, humaniste, vraiment, de comprendre la réalité d'un drame historique terrible, hein, la mort de Damien, c'est quelque chose d'atroce, et également de comprendre le présent. Hein. Celui qui comprend le passé, il ouvre des clés pour le présent, c'est ce qui m'est arrivé avec les affaires de trafic d'enfants de l'Ancien Régime. Voilà. Alors pourquoi aussi vous êtes intéressé particulièrement aux Lumières et pourquoi vous n'avez pas suivi un parcours classique comme d'autres historiens qui disaient que les Lumières c'était magnifique et qu'il n'y avait rien à en redire? Enfin, où est-ce que vous avez trouvé l'intuition, comme pour Damien, qu'il y avait quelque chose derrière les Lumières? Je n'ai pas trouvé l'intuition, je me suis rendu compte que tout ce que je voyais à travers les archives, ce qu'en disaient les Lumières, c'était mensonges et compagnie. J'ai dit, mais c'est des menteurs déjà, ces gens-là. Donc à partir du moment où vous êtes face à des gens dont tout le monde dit du bien, vous vous rendez compte qu'ils mentent comme des arracheurs de dents, ça baisse d'un cran l'estime qu'on peut avoir pour eux. Et je ne comprenais pas au début qu'ils mentaient, je croyais qu'ils se trompaient. Et puis de fil en aiguille, j'ai bien vu que c'était mensonge et compagnie. Enfin, moi, j'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et alors, surtout, il y a un truc aussi qui s'est passé, c'est qu'à la fac, ma prof, enfin, la dame qui était censée diriger mes études, parce qu'elle ne dirigeait pas grand-chose, quand j'ai commencé à attaquer les Lumières, mais elle m'a fait taire. Papa, voulez-vous pas dire des choses comme ça? J'ai dit, ah, mais ça veut dire. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Hein. En plus de ça, bon, c'est pas difficile à comprendre. Dès qu'on vous dit, c'est pas là qu'il faut regarder, c'est là qu'on a envie de regarder. Mais ça n'a pas été plus loin que ça à la fac, par rapport aux Lumières, à part que j'ai compris que c'était un truc qu'il ne fallait pas dire quand on voulait un diplôme. Mais pour la suite, simplement, les Lumières, je les ai croisées, je ne les ai pas cherchées. Je les ai croisées, et tout ce que j'ai croisé, j'ai vu que... Alors, eux mentaient, déjà, les gens des Lumières mentaient. J'ai regardé, par exemple, la fiche jésuite écrite par Diderot sur les jésuites. J'ai dit, mais il ment. Pourquoi il s'en prend comme ça aux jésuites? J'ai regardé tout ce que Voltaire écrivait de l'affaire Damien. Il ment. Pourquoi ces gens-là mentent-ils? Et surtout, s'ils mentent, pourquoi est-ce qu'on les encense? Et après, je suis allé regarder d'un petit peu plus près quelle était leur idéologie. Et alors là, surtout, il y a un truc qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, qui m'a fait comprendre que les Lumières, c'était vraiment des affreux. C'est qu'en étudiant l'hôpital général, un lieu de destination des enfants enlevés, donc là, je suis dans mon sujet... enlèvement d'enfants et réseau pédocriminel. Je découvre quelle est l'idéologie professée par les administrateurs de l'hôpital général, c'est-à-dire ce sont des jansénistes. Le jansénisme est très très mal vu par la royauté, mais c'est vraiment le mode de christianisme qui convient à des magistrats qui veulent remettre en cause l'absolutisme royal, qui veulent remettre en cause les avis du pape. Enfin, ce sont vraiment des gens qui se poussent du col sans arrêt. Et ce qu'ils disent de l'hôpital général et les raisons pour lesquelles ils veulent enfermer les mendiants et les pauvres à l'hôpital général, c'est à partir d'une vision du monde que je trouve vraiment inhumaine, mais vraiment inhumaine. C'est-à-dire que ce qu'ils disent des mendiants, un mendiant, c'est jamais un honnête homme qui ne veut pas voler pour eux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mendiants qui abusent, ça c'est évident, je veux dire. Bon, ça c'est, je discute même pas de ça, c'est sûr, mais la façon qu'ils ont de considérer la pauvreté, de considérer les mendiants et de considérer tous les gens qui sont dans la nécessité, je trouve ça inhumain. Et c'est d'autant plus inhumain qu'il y a matière à comparer avec ce que disait exactement à la même époque Vincent de Paul, qui était la bonté incarnée. Vincent de Paul disait, quand vous quittez Dieu pour soigner les pauvres, vous quittez Dieu pour Dieu. C'est-à-dire, vous demandez si il faut arrêter de prier pour s'occuper des pauvres, s'occuper des pauvres, c'est faire oraison. Quitter oraison pour servir les pauvres, c'est quitter Dieu pour Dieu. Voilà. Donc il y avait vraiment à l'époque une vision parfaitement humaniste qui me correspond de la façon dont il fallait procéder avec la pauvreté, qui était terrible à l'époque. Hein. Je veux dire, ça c'est une époque où la France sort d'une guerre civile abominable, il y a des miséreux partout, il y a des enfants abandonnés dans tous les coins. Donc il y a la façon humaine, profondément chrétienne de Vincent de Paul, et puis il y a tous ces magistrats qui disent, d'une part, ceux qui sont pris à récidiver, à mendier, il faut les fouetter, il faut les envoyer aux galères, et ils ont toute une idéologie de prise en charge des miséreux qui consiste, quand ils vont les avoir enfermés, c'est de les séparer.
La gueuserie se reproduit de père en fils, donc on va séparer les familles. Enfin, c'est d'une inhumanité, c'est absolument dégueulasse. Or, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'encyclopédie, parce que je cherchais un article, et puis de fil en aiguille, un dictionnaire, l'encyclopédie, donc on passe d'un article à un autre, j'ai regardé l'article mendicité, c'était exactement copie conforme la vision d'une part de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui étaient les bigots de l'époque de Molière, hein, du siècle précédent, et ensuite toute l'idéologie des jansénistes au XVIIIe siècle. La Compagnie du Saint-Sacrement, c'est eux qui ont créé l'hôpital général et l'enrégimentement des pauvres, le renfermement, les travaux forcés, enfin, toutes ces horreurs-là. Et quand le roi Louis XIV a interdit la Compagnie du Saint-Sacrement, les jansénistes ont repris tous les postes de direction. Donc on peut dire que la bigoterie à la fois de la Compagnie du Saint-Sacrement et des jansénistes est une espèce d'anti-humanisme, haine des pauvres, haine des faibles, désir d'enrégimenter tout le monde. Et j'ouvre l'encyclopédie pour voir l'article mendiant, et je vois deux choses. La première, c'est que, alors que c'est un dictionnaire qui est censé faire un état des lieux du siècle, enfin des connaissances, des articles, tous les articles se réfèrent soit à une idée, soit à une institution, soit à une machine, soit... Bon. Et quand il parle de l'hôpital général, quand il parle de l'assistance aux pauvres, il ne nomme pas l'institution qui s'en occupe. Et là, je dis vraiment, c'est un mensonge par omission. Je veux dire, vous avez une institution qui s'appelle l'hôpital général, vous ouvrez le dictionnaire du siècle, et il n'y a pas. Il n'y a pas. On parle des mendiants, on parle des pauvres, on parle on disait pas handicapés, mais enfin l'équivalent d'handicapés, des fous, tous ces gens-là qui sont à l'hôpital général. Et il y a toutes les entrées possibles dans l'encyclopédie, mais il n'y a pas l'institution qui les prend en charge et qui fait l'objet d'un code de 650 pages, qui est en guerre contre le roi au moment où Diderot écrit son encyclopédie, donc on est en plein dans le truc, il n'en dit pas un mot. Et là, je dis, il y a un mensonge par omission, dont je n'ai pas la raison, peu importe, mais je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, et dans le même temps, j'ouvre l'article mendicité, et je tombe exactement sur la définition des bigots du siècle précédent. C'est-à-dire, l'article mendicité, dans l'encyclopédie, il parle des gens qui adoptent ce métier. Or, il est absolument évident, mais ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment étudié ce qu'on appelait la gueuserie à l'époque, hein, tous ces problèmes de gens qui se trouvaient déclassés à l'issue d'une guerre et tout. Il y avait vraiment des populations déplacées qui à l'issue de chaque guerre, il y avait des drames comme ça. Donc il y avait vraiment une misère où les gens n'y pouvaient rien. La majorité de la France vivait chez elle et travaillait et gagnait sa vie, mais la misère, c'est la marge. Et cette marge était régulièrement, à chaque guerre, et Dieu sait si dans le siècle de Louis XIV il y a eu des guerres, régulièrement, il y a une frange de la population qui se retrouve réduite à la mendicité. Mais si ce n'est pas la mendicité, ça sera quoi? Ça sera le meurtre. Or, ces gens-là prétendent que les mendiants sont des gens qui vont embrasser cette profession par paresse, par vice, etc. Et je trouve que l'inhumanité de l'encyclopédie est tout à fait comparable à l'inhumanité que j'avais trouvée chez les jansénistes et à la Compagnie du Saint-Sacrement. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder article par article, je me suis intéressée à l'encyclopédie comme ça. Mais c'était pas ma recherche initiale. Donc l'encyclopédie, c'est comme Voltaire, je ne l'ai pas cherché, je l'ai trouvé. Parce que quand on s'intéresse au siècle du XVIIIe, si on passe à côté de l'encyclopédie et des Lumières et de Voltaire, on est quand même passé à côté de quelque chose d'essentiel. Voilà. Ah, très bien. Alors, on a souvent une image sombre du Moyen-Âge et de la période qui a précédé la Révolution. Et lors de vos recherches, vous vous êtes rendu compte que c'était pas si simple que ça et que l'histoire avait été tronquée. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de contre-vérités à propos de la France d'avant 1789? Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a des contre-vérités, il y en a tellement. D'abord, le Moyen-Âge, je ne l'ai pas étudié. Donc j'ai lu des livres sur le Moyen-Âge, mais je n'ai pas étudié le Moyen-Âge. L'idée que j'en ai, c'est quand même à des lieux et des lieux de ce qu'on en raconte. C'est-à-dire que le Moyen-Âge a été noirci précisément à l'époque des Lumières. Pourquoi? Parce que le Moyen-Âge a été profondément religieux, et la grande idée des Lumières, c'est qu'on va se débarrasser de Dieu. Hein, on va se débarrasser du bon Dieu, on va se débarrasser de la religion, on va remplacer tout ça par le profit, l'argent, le calcul raisonnable, etc. Enfin bon, on va sortir de l'irrationalité, l'obscurantisme de la foi et de la bonté, on va remplacer ça par la machine à calculer. Et c'est ça en fait le basculement. Et
Et le Moyen-Âge a été, de ce que j'ai compris, parfaitement diabolisé à l'époque des Lumières. Et tous les historiens médiévistes que j'ai croisés me disent « mais le Moyen-Âge est lumineux, le Moyen-Âge est lumineux ». Regardez une petite ville encore moyenâgeuse, regardez à quoi ça ressemble et regardez ce qui est devenu l'architecture après pour voir que des gens qui se créent un environnement dans une telle beauté, dans une telle harmonie, c'est forcément pas des barbares et des sauvages. Ça me semble évident. Au niveau de la paysannerie, de ce que j'ai cru comprendre, parce que la paysannerie représente quand même 90% de la population de France. Donc, les petites villes, c'est pas la paysannerie. Qui nous a fait ce paysage magnifique de France? C'est évidemment la paysannerie. Et en découvrant petit à petit, en me lançant dans des textes, en lisant des livres sur la paysannerie à l'époque à la veille de la Révolution, la paysannerie, quand on lui fiche la paix, elle vit bien. Et elle souffre des coups de boutoir réguliers des libéraux qui veulent rentabiliser, qui veulent, par exemple, concurrencer les paysans en leur prenant du bois pour faire des forges, par exemple. Bon, le bois, il est bien partagé entre les paysans. Ils arrivent à tous se chauffer, même celui qui n'a pas d'argent, il y a des bois communaux. Enfin, il y a toute une vie très très communautaire à la campagne qui se passe relativement bien. Et, sauf quand il y a des accidents climatiques et quand il y a des guerres. Voilà. Bon. Mais sinon, on peut dire la même chose en France, on peut dire la même chose aujourd'hui. Je veux dire, si vous regardez le XXe siècle, il faut retirer la guerre de 14 et la guerre de 40 pour voir que les gens vivaient globalement bien. Si vous voulez regarder ce qui s'est passé en France entre 14 et 18 et entre 39 et 45, il est bien évident qu'on n'aura pas le même tableau. Donc moi, ce que je regarde de la France d'avant la Révolution, en dehors de ces périodes dramatiques, à la campagne, les gens vivent plutôt bien, plutôt bien. Et ils sont contents de vivre comme ça. Je veux dire, ils sont très communautaires. Ils se débrouillent bien entre eux. Je veux dire, ils vivent pas mal du tout. Et les Lumières, c'est quand même ce système qui consiste à dire qu'il faut rentabiliser, il faut augmenter le rendement, et les bourgeois investissent beaucoup dans la terre, donc il faut grimper les prix. Enfin, il y a toute une situation qui devient de plus en plus dramatique dans les campagnes et dans les villes, due au changement et pas à la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va révolter les gens au fur et à mesure du siècle, c'est pas la tradition, c'est la nouveauté. Et on se rappelle un petit peu ce qu'on est maintenant. Hein. À l'heure actuelle, tout ce qui est nouveau, c'est calamiteux, c'est catastrophique, et on voudrait revenir aux 30 Glorieuses, au Conseil national de la résistance. Enfin, le programme du Conseil national de la résistance, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau. Et plus le temps passe, et plus ceux qui veulent le bien commun sont obligés de se dire conservateurs. Hein, par rapport à tous les innovateurs qui veulent tout casser. J'ai l'impression qu'à la veille de la Révolution française, c'était un peu ça. Il y avait des gens qui voulaient conserver ce qu'on appelait les privilèges, c'est-à-dire les droits acquis, le mode de fonctionnement des corporations, c'est-à-dire les métiers organisés par... Il y avait tout un système de sécurité sociale qui était par corporation, protection de la veuve, protection de l'orphelin, protection du handicapé, protection du vieux travailleur, il y avait etc. beaucoup de contre-pouvoirs avec ces corporations. C'était pas des contre-pouvoirs, il n'y avait pas de véritable pouvoir. Oui, voilà, donc il y a une sorte de mythe de la monarchie absolue et du roi tout-puissant, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les individus sont encore plus isolés face à l'État qu'ils ne l'étaient avant. Ben, c'est certain. En plus, le roi absolu, la monarchie absolue, c'est un mot qu'on ne comprend pas. On croit que absolu, ça veut dire qu'il y a tous les droits. C'est pas du tout le cas. Le roi était loin d'avoir tous les droits. Au contraire, il était extrêmement limité. L'éducation d'un roi, c'était lui expliquer ses obligations et ses interdits. C'était pas lui expliquer ses droits. Les droits, le roi, il avait le droit de bosser et de faire ce qu'il devait faire. Mais absolu, ça voulait dire qu'au-dessus de lui, il y avait Dieu. C'est-à-dire qu'on ne lui discutait pas une décision du roi. Ça ne veut pas dire qu'il prenait n'importe quelle décision. Mais le roi ne se serait pas permis, et je ne connais pas d'exemple, de faire n'importe quoi. Il y avait les lois fondamentales, il y avait la tradition, il y avait la jurisprudence, dirions-nous. Et un roi pouvait changer la loi si tel était son bon plaisir, mais il ne le faisait pas par caprice, il le faisait parce que, par exemple, les procès en sorcellerie, par exemple, qui étaient le fait de juridictions locales. C'était les petits juges les juridictions de province qui brûlaient à qui mieux, soit par abus, soit parce que véritablement il y a eu des périodes de panique, d'hystérie collective populaire qui faisaient que les gens avaient peur et qui s'en prenaient à un bouc émissaire. Les juges voulaient continuer de poursuivre
Et il y a des intendants qui ont fait des rapports à Colbert, et Colbert a remis les rapports au roi, et ils lui ont dit, Majesté, c'est une horreur. Le roi a étudié le problème, il a dit, j'interdis dorénavant les procès en sorcellerie. Mais il a interdit. Pourquoi? Parce qu'il était absolu. Et les juges de province ont supplié, notamment le Parlement de Rouen, ont envoyé une lettre qui est un modèle d'obscurantisme. C'est un modèle d'obscurantisme. Majesté, vous ne pouvez pas faire ça. Et ce sont eux, les juges de province, qui remettent en question l'absolutisme royal, au titre qu'eux, ils ont bien le droit de donner leur avis. S'ils avaient donné leur avis, on aurait continué de brûler des sorcières pendant encore 100 ans. Or, en 1600, je crois que c'est 72, 1672, Louis XIV a dit « J'interdis que désormais l'innocence et la faiblesse soient... etc. » Bon, c'est ça l'absolutisme. Ça ne veut pas dire « je fais n'importe quoi ». Ça veut dire « je fais le mieux possible pour le plus grand nombre, en écoutant tout le monde, et en prenant, au bout du compte, la décision que lui dicte son âme et conscience. Et parce que tel est mon plaisir, c'est une formule, hein. Il ne faisait pas ça par plaisir. Il ne faisait pas ça par plaisir. Surtout quand certaines décisions déclenchaient les foudres de ses opposants. Et notamment l'opposition des rois aux prétentions indues des juges, ça a créé beaucoup de problèmes. Hein. Notamment, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils ont vraiment eu à pâtir des opposants à leur absolutisme. Mais moi, l'absolutisme, c'est pas quelque chose qu'on récuse en France. Bon, en France, qui est souverain aujourd'hui? On dit c'est le peuple souverain. Donc le peuple est absolument souverain. C'est pas choquant. Bon, c'est pas appliqué, on est d'accord. Mais dans le principe, au-dessus du peuple, il y a quoi? Il n'y a rien. Eh bien, à l'époque, le peuple était représenté par le roi. Il y avait un contrat entre le roi et le peuple. Le roi représente le peuple. C'est pas qu'il représente, c'est qu'il œuvre pour le bien du peuple. Et il est là pour ça. Il est là pour ça. Voilà. Et alors, le contrat, parce qu'il y a un contrat, pour qu'un roi puisse être roi, il faut que le peuple accepte de lui obéir. Si le peuple n'accepte pas, le contrat ne fonctionne pas. Le contrat est le suivant, le peuple obéit et le roi lui assure la survie, c'est-à-dire les subsistances. Voilà, c'est le contrat. Et la fin de la monarchie, c'est fin du XVIIIe siècle, quand les subsistances sont devenues un objet de marché, de spéculation et d'enrichissement, et que les rois sont tombés dans le piège. Voilà, Louis XV et Louis XVI sont tombés là-dedans, et c'est ça qui a fait tomber la monarchie, et pas autre chose. Est-ce que ces constats de la France d'avant 1789 vous ont rendu royaliste ou monarchiste? J'ai infiniment de respect pour les rois anciens. Je ne vois pas la France aujourd'hui récupérer un roi. Mais ça ne me choque pas. Mais je ne le vois pas, je ne l'imagine pas. C'est-à-dire que moi, dans mon mode de fonctionnement, la République me convient. Alors la République maçonnique, non. Je veux dire, la République des coquins et des gens qui se réunissent en secret pour nous balancer des lois qu'on ne leur a pas demandées, c'est pas ça. Mais c'est pas la vision que j'ai de la République. La vision que j'ai de la République idéale, c'est beaucoup plus ce qui a émergé du fameux Conseil de la Résistance. Ça, c'était vraiment la 5e République. Ah non, Conseil de la République. Ah bah non, en l'occurrence, c'était la 4e, oui, oui. C'était pas encore la 5e. Mais disons, ce programme de gens qui se réunissent pour dire on va faire le mieux possible pour la population, pour le pays, pour tout le monde. Donc c'est l'idée que j'ai de la République. Alors maintenant, si la France, si mon pays, mon cher pays, veut rétablir la monarchie, bah, j'attends de voir, pourquoi pas. Mais je ne vais pas me battre pour ça, je me vois pas, je me sens pas de ça. Je ne me sens pas de me battre pour faire revenir le roi. Mais j'écoute les royalistes autour de moi, je les trouve très séduisants et très touchants. Très touchants. Parce que leurs références sont celles que j'ai découvertes. C'est-à-dire que vraiment leurs références, c'est la France d'Ancien Régime dans ce qu'elle avait de bien. Parce qu'évidemment, on ne va pas reprendre tous les abus et toutes les dégringolades de l'Ancien Régime. Ça a été une période très décadente, l'Ancien Régime. Jusqu'à la Révolution, il y a vraiment une décadence de beaucoup de choses. Pas de tout, mais de beaucoup de choses. Donc s'ils réussissent à tirer vraiment les leçons, par exemple je vois les monarchistes les royalistes sont très défenseurs des corporations. Les corporations, moi je trouve ça magnifique. Vraiment je trouve ça magnifique. Le vrai fonctionnement corporatif, pas la corporation d'intérêts de caste, mais vraiment les intérêts de métier, je trouve ça beau. Et regardez, la France est belle parce que les corporations l'ont fabriqué. Les gens de métier l'ont fabriqué. Plus on s'éloigne de l'ancien temps et plus c'est moche. En sortant du train, là, j'ai regardé. On sort, on dit, mon Dieu, quelle horreur.
Eh bien oui, c'est moderne. Ah bah oui, absolument. C'est moderne, donc c'est moche. Et alors avant, ils faisaient bien, et la différence entre avant et maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'était les métiers. C'était le génie humain, les gens qui se mettaient ensemble par affinité de métier, de savoir-faire, de désir du beau, de désir du juste, de désir du bien. Alors que maintenant, on décide qu'on va construire un truc pour que ça soit le moins cher possible, le plus moche, le plus abominable. C'est horrible le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde de laideur. Il y en a marre. La France est belle, mais tout ce qui est produit de ces dernières années, c'est de plus en plus moche, mais en tout. Alors, est-ce qu'un roi va rétablir le beau? Ma foi, je ne suis pas opposé, je ne m'opposerai pas, mais je n'enfourcherai pas ce canasson-là. Et au-delà de l'image sombre qu'on a des rois et de la monarchie, il y a aussi une autre image sombre qui est celle de l'Église. Quand on pense à l'Église aujourd'hui, dans les livres scolaires, on pense au bûcher, à la chasse aux sorcières que vous avez évoqué, à l'Inquisition. On a une image très négative du pouvoir de l'Église. Alors, est-ce que ces images sont fausses? Complètement. D'abord, les bûchers, c'est les juges laïcs. L'Inquisition, c'est le Moyen-Âge, donc c'est pas l'Ancien Régime. L'Inquisition, c'est le Moyen-Âge. L'Inquisition, c'était pas les procès en sorcellerie, c'était les procès en hérésie. Bon, il n'y a pas eu de procès en hérésie dans la période moderne, il y a eu des procès en sorcellerie qui ont été menés par les juges laïcs. L'Église a été victime, alors là je suis vraiment dedans, d'une entreprise de calomnie à grande échelle. À grande échelle. Bon, je fais demain une conférence sur le sujet, j'en ai déjà fait, je pense que j'en referai d'autres. On fait porter systématiquement à l'Église les crimes commis par les autres. Parce que c'est pratique, ils ne se défendent pas très bien. On s'essuie toujours les pieds sur l'Église. J'ai compris ça, d'ailleurs, j'étais pas partie pour, mais j'ai compris ça dans les grandes querelles ecclésiastiques qui ont opposé la magistrature laïque, janséniste et laïque, et l'Église pendant tout le siècle de Louis XV. C'est absolument insensé. Il y a une fabrique de calomnie contre l'Église qui fonctionne à plein régime. Et les gens des Lumières reprennent ces calomnies. Ça leur plaît beaucoup. Je me réfère toujours à l'article jésuite de l'encyclopédie. C'est une honte de raconter des trucs comme ça. Alors, on n'est pas sûr, mais il y a suffisamment de présomption pour qu'on vous dise que c'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et moi, j'ai été très choquée de découvrir ça. Et je voudrais donner une référence à ce sujet que j'ai découverte au cours de mes recherches. C'est une phrase que j'ai extraite de l'Ancien Régime et la Révolution d'Alexis de Tocqueville. Tocqueville dit, c'est magnifique, hein, l'Ancien Régime et la Révolution, c'est impressionnant. C'est un très bel ouvrage. Et il dit, j'ai commencé, à propos des prélats, de l'Église, des évêques, enfin de tout le haut clergé, il dit, j'ai commencé ma recherche plein de prévention, je l'ai terminée plein d'admiration. Il dit, le clergé de l'époque était concentré sur... oh non, je ne veux pas faire la citation, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils étaient patriotes, sincères, honnêtes, dévoués, magnifiques. Magnifique. Et mais calomnier. Donc ça, c'est vraiment la découverte que j'ai faite. Et moi, je professais un anticléricalisme bon ton, comme on fait, tout le monde fait ça en France. Il y a les anticléricaux athées, les anticléricaux cathos. Moi, j'étais plutôt anticlérical catho, puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais je professais un anticléricalisme pour se faire bien voir. On est catho de gauche, c'est-à-dire nous on est catho, mais surtout pas le Vatican, surtout pas le pape, surtout pas les évêques, surtout pas le culte. Enfin bon, catho, anti-catho, quoi. Et j'ai compris ce que c'était que cet anticléricalisme catholique. Ça consiste à dire, idéalement ça devrait être comme ça, mais l'Église, on accepte de lui faire porter tous les maux mais c'est simplement la récupération du langage des Lumières. Et c'est absolument mensonger. Un jour, j'ai essayé de faire une petite enquête, je découvrais tellement de trucs qui étaient absolument faux, que j'ai décidé de... Je ne connaissais pas d'anticléricaux, puisque j'en avais fréquenté pendant des années. J'ai fait une petite enquête auprès d'eux en disant, est-ce que tu pourrais me donner un crime
vraiment un crime de l'Église, eh ben, personne n'a été fichu pour répondre. Alors j'ai commencé par éliminer le chevalier de la barre, parce que je savais que c'était de l'embrouille. Et après j'ai demandé, et personne n'a été capable de me répondre. Alors je continue de chercher. C'est une idée reçue qui ne se justifie pas par des faits précis. Non, c'est des calomnies. C'est des calomnies. Bon, en 2 mots, à propos du chevalier de la barre, mais je vais en parler demain, le chevalier de la barre est un jeune homme qui a été exécuté pour avoir refusé de se découvrir devant une procession. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, à mort l'Église. L'Église n'a rien à voir avec ça. Mais rien. Rien. C'était politique? Non, mais non seulement c'était politique, mais c'est pas l'Église qui juge. Elle n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucun rapport. L'Église n'est pas, elle est pas juge, elle n'est pas plaignante, du tout, du tout. Et on lui fait porter le chapeau, c'est quand même un peu violent. C'est quand même un peu violent. Ça n'a rien à voir. C'est complètement de l'abus. Et alors, bon, il y a un fabricant de ce genre de calomnie, c'était Voltaire. Parce que Voltaire, dès qu'il a été en mesure d'attraper le truc, il a arrosé toute l'Europe de ses récriminations contre le fanatisme religieux. C'est pas une histoire de fanatisme religieux d'affaire là-bas. J'en reparlerai. Mais ça n'a rien à voir. Ni c'est une histoire de fanatisme religieux, d'une part, ni l'Église n'a quoi que ce soit à y voir, mais ni de près, ni de loin, ni même de très très loin. Parce que les seuls qui ont essayé de sauver, enfin pas les seuls, mais disons, l'Église a essayé, en l'occurrence l'évêque du coin, a jusqu'à la dernière minute essayé de sauver le jeune homme. Mais l'Église n'avait pas ce pouvoir. Or, tout le monde imagine que l'Église était toute puissante, donc si un crime était commis au nom de la religion, c'est forcément que l'Église était d'accord. Or, c'est l'inverse. L'Église n'était pas du tout toute puissante, elle était même affaiblie journellement par les coups de boutoir de la collusion entre les jansénistes, la magistrature janséniste et les Lumières. Ils ne partent pas du même... C'est ni le même milieu social, ni la même idéologie, mais au bout du compte, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent. Et l'Église était vraiment aux abois à ce moment-là. Et elle n'avait absolument pas les moyens, l'eût-elle voulu, et elle ne le voulait pas, n'avait absolument aucun moyen de sauver ce malheureux garçon. Et Dieu sait s'ils ont essayé. Dieu sait s'ils ont essayé. Donc voilà, j'aime pas les mensonges, mais ça fait c'est une bonne piste de recherche. À partir d'un mensonge, on arrive à raconter des belles histoires. Une dernière question sur l'histoire. On va parler du Premier Empire, donc après la Révolution. Vous vous n'êtes pas fait que des amis en parlant de Napoléon. Ouais. Donc j'ai une question de David Saforcada, qui est le président de France bonapartiste et collaborateur du Bréviaire des Patriotes, qui demande, qui propose surtout: Napoléon Ier a posé les bases de la France moderne, Napoléon III les a complétées. Pourquoi pensez-vous qu'il existe encore cette légende noire qui cherche à nier la vérité? Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas posé les bases de la France moderne. J'ai pas dit ça. En plus de ça, il a fait certainement des belles choses. Il a notamment pensé les plaies de la Vendée. Donc c'est pas complètement négatif, et de loin s'en faut. Mais il a peut-être aussi recréé le lien avec l'Église, avec le... Oh non, parce que l'Église, il a créé de rien du tout. Il a imposé. Non, alors là, je suis pas d'accord. Parce que ce qu'il a fait, si j'ai bien compris, mais je suis vraiment, j'ai beaucoup plus étudié avant qu'à partir de Napoléon, mais ce qu'il a fait à l'Église, c'est qu'il l'a soumise à l'État. C'était ce que voulaient exactement les jansénistes, c'est-à-dire une Église qui n'est pas du tout indépendante, dont les prêtres sont des fonctionnaires, ils sont payés par en l'occurrence c'était l'Empire, après ça a été par la République jusqu'en 1905. Moi, la politique religieuse de Napoléon, je suis absolument pas d'accord avec. C'est-à-dire que l'Église est soumise à l'État. Mais c'est pas ça la liberté de l'Église, c'est pas sa soumission à l'État. Napoléon considérait que le clergé et la religion étaient de la politique, en quelque sorte. Absolument. Il différenciait Dieu de la religion. Mais il estimait que la religion était au service de l'ordre établi, en l'occurrence le sien. Bon, l'Église, elle n'est pas là pour ça. L'Église, c'est lui qui a mis l'Église au service des possédants. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Et c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Alors l'Église, il y avait des riches prélats, dans la misère, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est Napoléon qui a mis l'Église au service de la bourgeoisie triomphante et du pouvoir de l'argent. Il le disait très bien, il estimait qu'il fallait de la religion. Il avait une vision un peu voltairienne de la chose. Il estimait
il estimait qu'il faut de la religion pour que les gens aient peur, qu'ils se tiennent, etc. Toute la vision négative qu'on a de la religion, à savoir qu'elle est là pour opprimer les gens, c'est sa vision à lui, c'est pas la mienne. C'est ça que j'aime pas chez lui, entre autres. Mais ça, vraiment, l'aspect religieux, c'est assez typiquement ce que je déteste chez Napoléon. Et c'est pas à l'État de rémunérer les prêtres. Avant, il y avait la dîme et ça se passait très bien. On a le temps pour 2-3 questions d'actualité. Ouais. D'accord, alors. On va commencer par un sujet très brûlant d'actualité. En 2013, on a eu le mariage gay, enfin, entre guillemets, mariage. Le mariage triste, moi j'appelle ça. Oui, voilà. Ouais. Et cette année, on passe à la théorie du genre à l'école. À votre avis, quels sont les objectifs des instigateurs de ce projet? Il y a eu en 2007 une interview absolument passionnante d'un monsieur qui s'appelait Aaron Rousseau, qui est mort maintenant. Et il a raconté, c'était un monsieur qui travaillait il était producteur de cinéma, donc il a été amené à faire beaucoup d'argent, à rencontrer des gens riches, et il a été ami avec un certain Rockefeller, qui lui a expliqué quel était le but. Le but, c'est on va libérer les femmes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va les mettre au boulot, comme ça on aura les enfants. Et le but, c'est de séparer les familles. C'est un programme de domination qu'annonçait Rockefeller. Domination d'une oligarchie sur la totalité de la population mondiale. Et on va casser les nations, on va casser les familles et on va casser les couples. Et bien on y est. C'est-à-dire que ça n'est pas une revendication du peuple, c'est une revendication des puissants. Et comme par hasard, alors en France, ces choses-là sont mises en œuvre par la gauche, alors que c'est un plan absolument oligarchique, monstrueux, mondial, dont on voit qu'il est imposé partout. Moi j'ai entendu que Obama et James Cameron avaient menacé les pays africains, s'ils ne voulaient pas se plier aux revendications des lobbies LGBT, de leur couper les vivres. C'est quoi ça? C'est une revendication populaire? C'est une revendication des puissants? C'est ça. Moi je ne suis pas, absolument pas, je n'ai jamais de ma vie défendu les revendications des puissants qui ont décidé de détruire tous les liens, tout ce qui relie les pauvres gens entre eux, enfin les pauvres ou les pas pauvres. Je pense qu'il y a vraiment un plan de destruction mondiale, destruction de l'humanité, destruction de tout ce qui est bien. Et le mariage, enfin la destruction du mariage, parce qu'il n'y a pas de mariage homosexuel, c'est un contresens, disons la destruction du mariage et l'introduction de la théorie du genre, c'est-à-dire la tentative de non-différencier, en plus de ça, de sexualiser les enfants, ça c'est extrêmement choquant. Il y a en même temps qu'on veut indifférencier les sexes, que je trouve complètement aberrant, on sexualise les enfants dès leur plus jeune âge, et ça, pour moi, c'est un crime abominable. C'est le mal, c'est vraiment le mal. Si le mot mal a une signification, c'est ça. Et voilà, il y a un plan mondial, et puis il s'applique. Frédéric Aziza vous a attaqué récemment, Najat Vallaud-Belkacem également sur le plateau du Grand Journal. Maxime vous demande, parce que Najat Vallaud-Belkacem vous a qualifié de réactionnaire. Oui, il faut lui demander ce que ça veut dire. Oui, voilà. Et Maxime vous demande que pensez-vous de votre côté de l'action émancipatrice que celle-ci mène en tant que femme au gouvernement. C'est ironique bien sûr. Émancipatrice de quoi? Des femmes. D'abord, les femmes, elles n'ont pas besoin d'être émancipées. On est tous reliés les uns les autres. On n'a pas besoin de se libérer, on n'a pas besoin de s'émanciper. On a besoin de créer des liens forts et fructueux, humains, positifs. On n'a pas besoin d'émanciper. Moi, vous savez, la libération des femmes, je l'ai vécu, j'étais dedans quand c'est passé, j'avais 18 ans, en 68. La libération des femmes, c'est une arnaque. C'est une arnaque. L'isolement, c'est l'isolement des femmes, on a poussé les femmes à renoncer à elles-mêmes. Je vois par exemple un truc, on est tous là à dire que l'avortement est un droit des femmes. C'est pas vrai, le droit des femmes c'est de faire un enfant dans de bonnes conditions. C'est ça le droit des femmes. Si elles n'ont pas envie de faire un enfant, mais il pourrait y avoir des tas de solutions autres que l'avortement. Et l'avortement, j'ai eu cette expérience, je peux dire que l'avortement a été présenté comme un droit, c'est en fait une obligation. C'est une obligation, c'est une pression qu'on fait sur les femmes pour qu'elles n'enfantent pas. Et puis d'abord, ça évite de les aider quand elles sont en difficulté. Et une femme qui se retrouve face à une grossesse non désirée, il y a certainement des solutions à lui proposer pour l'aider. Mais surtout, on a présenté comme un droit ce qui est en fait une véritable obligation, une pression morale infernale.
c'est atroce, vraiment atroce. Donc la libération des femmes, d'abord, il n'y a pas besoin de libérer les femmes. Et les hommes, on les libère quand? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est comme de libérer les enfants. Mais libérer de quoi? On libérer de la loi. On a tous besoin de loi, on a tous besoin de règles, on a tous besoin de liens. Tout ça, c'est des mots. C'est même pas des mots vides de sens, ce sont des mots qui sont porteurs de l'inverse de ce qu'ils prétendent. C'est extrêmement négatif. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle m'a insulté, moi ça me fait rigoler, elle me traite de réactionnaire. Je réagis à quoi? C'est n'importe quoi. Ça m'impressionne pas du tout. Ça m'impressionne pas du tout. Maintenant, Frédéric Aziza, j'ai vu qu'il se répand partout pour dire que je suis à la fois du bout de la République et à égalité et réconciliation. C'est très fort d'avoir trouvé ça. Et alors, en plus de ça, il raconte que j'ai été pendant très longtemps au Bureau national. Oui, alors, le Bureau de la République a 4 ans d'âge et j'ai été très longtemps. J'ai été 1 an et je n'y suis plus. Voilà. Plus au Bureau national. Ça lui va comme ça? Je trouve ça sans intérêt. C'est sans intérêt et vraiment, ça me fait un petit peu de pub, mais je ne me demande pas. Je n'ai pas besoin de ça, mais ça ne me dérange pas. Je m'en fiche. Si c'est tout ce qu'il a à dire, il a du temps à perdre. Une dernière question de Céline, qui est une proche du Bréviaire des Patriotes et qui est une libraire qui tient une boutique de livres anciens à Paris. Ah. Et donc elle aimerait s'intéresser à votre bibliothèque, et elle vous demande d'en parler, et elle veut savoir si elle est bien garnie. J'ai fait venir un menuisier il y a 3 mois en disant j'en peux plus. Tu vois le mur là, tu me fais une bibliothèque depuis. Là, tu passes par-dessus la porte, tu me refais une bibliothèque. J'achète que des bouquins d'histoire. Alors ça finit par être gênant parce que j'aimerais bien de temps en temps lire autre chose, mais il y a 24 heures dans une journée, donc je peux pas faire. Je peux pas rajouter des heures. Donc je n'achète et je ne lis que des livres d'histoire. Mais je commence à en avoir une jolie collection quand même. Puis j'aime bien les bouquins. Avec Internet maintenant, on trouve des vieux bouquins. À la fois ils sont pas chers, puis c'est des éditions originales avant qu'on les refasse et qu'on les trahisse. J'aime bien les livres originaux. Là, pour travailler sur l'affaire du Chevalier de la Barre, j'ai trouvé une édition d'un bouquin qui date de 1920, qui est vraiment le travail de recherche absolument magnifique. Voilà, j'achète au moins un bouquin par semaine. Un mois. Mais ça, j'ai une grande maison. J'ai une grande maison, je n'ai pas encore besoin de pousser les murs. J'ai que des livres d'histoire dans ma bibliothèque. Plein. Des livres anciens? Anciens, non. J'ai pas de livres anciens parce que maintenant il y a quand même Internet qui permet pour les trucs très anciens de les télécharger en PDF, mais ça vaut pas un bon bouquin. Non, les livres anciens que j'ai, c'est 100 ans quoi. Un peu plus peut-être, mais pas au-delà. Est-ce que vous pouvez finir avec un mot d'espoir pour la France? Ouais, la France se réveille. Oui, la France se réveille. La France se réveille. J'ai vu passer une vidéo tout à l'heure qui racontait, je ne l'ai pas regardée, mais je l'ai vu passer, qui disait qu'au Moyen-Âge, les gens travaillaient 35 heures. J'ai dit, ça fait plaisir que ça commence à se dire. C'est-à-dire qu'en fait, les Français sont à l'affût et sont en train d'obtenir la vérité sur leur passé. Et ça, c'est parce qu'il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande. Je me rends compte depuis que je commence à parler à l'histoire, je vois bien toutes les sollicitations que je reçois, à la fois pour des conférences, puis on me pose des questions sur Internet et tout. Il y a vraiment un intérêt pour l'histoire. Et l'intérêt pour l'histoire, c'est l'intérêt pour la France. J'ai vraiment l'impression que les gens se réveillent. Et ça me rend assez optimiste. Alors, je pense que ça ne va pas passer tout seul, parce qu'on est face à des gros méchants. Mais je pense vraiment que la France se réveille. Et ça me fait plaisir. Je fais partie des gens qui se sont réveillés également. Pas d'un long sommeil, mais d'une vilaine errance. Je crois que j'ai vraiment fait des erreurs dans ma vie et j'essaie de... J'ai l'impression à l'heure actuelle, j'essaie vraiment de remettre les choses au clair, de rencontrer plein de gens qui font la même chose en même temps. C'est assez enthousiasmant. Vous pensez que la France a une vocation surnaturelle? Alors je ne le pense pas, mais je l'entends beaucoup dire. Donc j'écoute ces choses-là avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir aussi. Mais croire à ces choses-là, je ne pourrais pas dire. Mais je l'entends beaucoup dire de gens que j'estime. Donc voyons voir. Il paraît que la France a un destin spécial. Peut-être.
peut-être. Ça serait bien. Ça serait bien. On va finir là-dessus alors, sur ces mots d'espoir. Ah, Marion Sigbaud, merci beaucoup pour cet entretien. merci.